victoire de l'UDPS marque-t-elle la fin du mythe autour de ce parti? Et avec le départ de son président à l'intérim, Jean-Marc Aboun, la restructuration de l'UDPS s'impose-t-elle à tout le monde, à tout le pays? Et puisqu'on parle de la restructuration de l'UDPS, on essaiera également de parler de l'Union sacrée. Doit-elle se transformer en une plateforme électorale, Madame, Messieurs? Merci de nous retrouver dans le 3e numéro de votre émission Dites-nous la vérité. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jacquemin Chabani. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame, merci pour l'invitation. Maître avocat, on le sait, président de la commission électorale du parti, l'UDPS. Exact. Comment se porte le parti? Le parti, ça va. Le parti se porte mieux, si je peux le dire ainsi. C'est vrai qu'on a quand même traversé des moments assez particuliers, mais je crois que pour tout parti où il y a énormément d'intérêt, où il y a beaucoup d'enjeux, et encore que nous sommes un parti de masse aussi, au-delà du fait que c'est un parti qui a été créé par des élites, les 13 parlementaires, mais nous sommes un parti qui est vraiment dans la masse, dans la population. Donc il y a la gestion de tous ces intérêts, toutes ces ambitions qui font que par moments ça bouillonne très fort au sein du parti. Mais ça va de mieux en mieux. Nous sortons... Il n'y a pas une crise au sein du parti? Non, pas du tout, pas du tout. Nous sortons de plusieurs jours d'atelier. Nous avons fait 3 jours à Kisantu dans le Bas-Congo où toutes les structures du parti au niveau national étaient représentées, toutes les forces vives, les personnalités importantes du parti étaient là, du moins celles qui étaient disponibles. Et ensemble, nous avons réfléchi sur nos intérêts communs, sur notre avenir, sur ce qu'ensemble nous voulons et nous devons faire de notre grand et cher parti, auquel beaucoup de notre membres affiliés y tiennent beaucoup des sympathisants aussi, beaucoup des observateurs. Donc on a réfléchi sur tout ça. Encore que d'ici moins d'une année ou une année, il y aura un grand rendez-vous, des élections à la présidentielle, à la députation nationale et provinciale, les sénatoriales aussi qui arrivent, donc se préparer à tout cela. Vous vous préparez, moi j'admire votre optimisme, mais de l'extérieur on se dit rien ne va. Vous aviez un président à l'intérim qui est parti, on ne sait plus si le secrétaire général est à la fois président interne. Qui engage le parti? Comment ça se passe actuellement? C'est comme si c'est un désordre structuré au niveau de l'UDPS. Non, loin de là. D'abord, c'est une erreur que commettent ou qu'ont commis plus d'une personne. Et depuis des lustres, depuis même la création de l'UDPS, c'est une erreur de croire que ce parti se limite ou se résume à une personne ou même à un groupe de 2-3 individus. C'est vraiment une grande erreur. Après, c'est pas de notre faute. Il y a toujours une personnalité qui a toujours incarné ce parti et pendant de décennies, il y a eu Tshisekedi. C'est normal qu'on puisse toujours voir une personnalité, en tout cas, de grande envergure. Peut-être même au-delà du grand esprit, du grand leader Étienne Tshisekedi, qui a eu ce charisme-là, qui a forgé et façonné le parti. Mais même lui, beaucoup s'imaginaient qu'après Étienne Tshisekedi, ce parti ne pouvait plus exister. Or, il a été démontré que ça va au-delà même de cette grande personnalité, ce grand charisme, ce grand esprit qui a été Étienne Tshisekedi. Et c'est valable pour tous les autres. Parce que lorsque vous relisez ou vous voulez écrire l'histoire de l'UDPS, il y a eu plusieurs personnes. Il y a eu un moment où le fondateur Birindoa était ceux sur qui les espoirs en termes d'action, de mouvement et d'existence du parti se posaient. Il y a eu un moment où c'était le fondateur Frédéric Kibassa, il y a eu un moment où c'était le secrétaire général Adrien Pongo, je peux les citer comme ça à plusieurs. C'est-à-dire que c'est un parti qui a des ressources humaines énormes et extraordinaires, qui a des ressources humaines aussi cachées, qu'on peut ressurgir et ressortir à tout moment, qui fait que ce parti a des énergies, a de l'énergie, a des ressources qui lui permettent de continuer son bonhomme de chemin, quoi qu'il en soit. On va reparler, on parlera très rapidement quand même de départ de Jean-Marc Aboun, puisque vous parlez des ressources humaines dont regorge ce parti.
Moi, j'avoue que la dernière fois que j'ai suivi quand même la réunion ou le grand rassemblement de ce parti au niveau de siège, on a eu du mal à retrouver des cadres. En tout cas, ces cadres-là qui ont de l'aura. On ne le voit pas, il n'existe plus. L'UDPS n'est plus que l'ombre d'elle-même. Bon, si vous voulez voir les cadres au cours d'une matinée politique, je crois que le secrétaire général, lorsqu'il organise ces matinées politiques, il invite principalement la base, les cadres de base, les sectionnaires, les cellulaires, et il s'adresse à eux. Donc, ce n'est pas ce type de rendez-vous que vous allez voir. Mais des cadres, comme on en voyait, vous avez parlé de Kibassa, à une époque, on parlait bon, voilà, beaucoup de personnalités, rien qu'avec le nom, vous sentiez que voilà, oui, c'est ça. Le jour où, par exemple, nous organiserons un meeting du parti pour que le parti communique à la nation, à la population, où là, nécessairement, tous les cadres seront invités, vous les verrez. Peut-être une matinée politique à un jour de semaine, à une heure de travail, où les gens sont dans leurs occupations. Je prends par exemple aujourd'hui, actuellement là, si vous faites allusion par exemple à nos élus nationaux, ils sont en vacances parlementaires, la plupart sont... Ils sont peut-être députés, mais est-ce qu'ils reflètent maintenant actuellement les personnalités qu'on retrouvait jadis l'UDPS? Mais pourquoi pas? Est-ce que vous ne dites pas que vous êtes resté un peu le seul, ou la seule personnalité aujourd'hui qui incarne l'image de l'UDPS? Non, nous sommes extrêmement nombreux. Je prends le cas, j'ai parlé tout à l'heure des élus nationaux, le secrétaire général Rémi Massamba. Je peux en citer comme ça plusieurs. C'est vrai que vous les recherchez, ils sont là, et je crois que... Non, on en est arrivé à ce point, quoi, à rechercher des... Non, vous les recherchez dans les matinées politiques. Je vous ai expliqué que les matinées politiques sont des activités du secrétaire général avec la base du parti. C'est tout à fait normal que vous n'allez pas les voir à ces occasions-là. Vous avez vu, par exemple, certaines images de nos journées de réflexion. Les cadres du parti étaient là. Représentés aussi parce que c'était une réunion où on ne pouvait pas être au grand nombre. On avait sélectionné les personnes qui devaient y assister. On parle de ce parti. Pour certains, c'est devenu que l'ombre d'elle-même. Le mythe est tombé. Ça y est, l'UDPS ne fait plus rêver. Je crois que l'UDPS fait encore rêver, mais à la différence peut-être d'il y a quelques années, nous ne sommes plus un parti d'opposition, nous sommes un parti qui a la gestion de la République, donc nous faisons l'objet des critiques sur base de la gestion et de la responsabilité que nous avons de gérer le peuple. Il n'y a aucune gestion calamiteuse, il y a d'énormes difficultés, il y a une situation effectivement calamiteuse que nous avons trouvée en prenant les règnes du pays à la présidence de la République. Et il y a d'énormes chantiers et beaucoup de défis relevés par le président de la République qui sont là. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, nous avons encore une année devant nous. Je crois que le moment du bilan viendra et nous le ferons. Nous le ferons avec beaucoup de respect pour le peuple congolais et avec tous les moyens, en développant tous les moyens et tout ce que nous avons pu faire. Je crois que le peuple reconnaîtra quand même, au-delà de tous les défis, le président Félix Tshisekedi avec son gouvernement ont eu quand même ce courage d'ouvrir, de relever ces chantiers et ces défis-là, et ils sont là, dans l'éducation, l'administration publique, je crois que tout le monde le voit, dans la santé. C'est vrai que je crois que tout le monde aussi arrive à reconnaître que 5 ans, c'est très peu, même dans les pays, entre guillemets, normaux. Et dans un pays comme le nôtre, dans la situation que nous avions trouvée, il faut reconnaître aussi que c'est pas en 5 ans qu'on change ou qu'on transforme le monde. C'est maintenant que vous vous rendez compte quand même de ça et vous dites qu'après 40 ans de lutte, on était quand même beaucoup plus propagandiste, pas réaliste. Après 40 ans de lutte, notre gouvernement a eu le courage d'ouvrir ces chantiers, de mettre en place ces politiques-là, qui sont aujourd'hui visibles, palpables, même si les résultats ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais je crois que je peux féliciter le vice-premier ministre de la fonction publique avec tout ce qu'il est en train d'engager. Ouais, il n'est pas de l'UDPS, bon, c'est un Je parle du gouvernement de la République. Si nous allons aller
dans cette optique-là qu'il n'est pas de l'UDPS, donc vous n'allez pas nous critiquer dans tous les secteurs. Vous voulez nous critiquer dans les secteurs seulement qui sont ceux des gouvernements, des ministres de l'UDPS? Je ne crois pas que c'est ça la logique. Mais quand même, en termes de bilan, et je le répète ici, ce n'est pas encore l'heure du bilan, fonction publique, enseignement, santé, même l'armée, les infrastructures, c'est quand même des chantiers en cours, et il faut reconnaître à ce gouvernement et au président Félix Tshisekedi d'avoir eu le courage de pouvoir les ouvrir et les tenir. L'enseignement, par exemple, beaucoup de gens se permettent de dire que c'est un échec. Beaucoup de gens avaient cru dès le départ qu'on n'allait pas tenir le coup, parce que c'est aussi un défi. On a fait plus de 20 ans avec cette violation des dispositions constitutionnelles en imposant aux parents de subvenir à la charge des enseignants. Aujourd'hui, c'est une autre réalité. Au-delà du fait que l'État a pris cette charge, les salaires augmentent. C'est valable pour les enseignants, c'est valable pour d'autres administratifs. Les chantiers d'infrastructures qui sont ouverts, même s'il y a des ratés, mais au moins le défi, il a été relevé, les chantiers sont là. La justice avec les finances publiques, c'est une réalité, même s'il y a des ratés. Je crois qu'il y a eu d'autres pays dans ce monde qui ont connu ces réalités-là de la corruption institutionnalisée, qui ont connu pire que nous pour arriver à se redresser. Je peux prendre le cas de l'Italie où des magistrats étaient bombardés par-ci par-là, mais chez nous, on est dans cet effort-là, et il y a des essais-erreurs, il y a des ratés qui peuvent être critiqués par tout chacun, mais au moins on avance. On avance, selon vous, en tout cas c'est votre part de vérité, d'où l'émission d'ailleurs Dites-nous la vérité, puisque cette vérité elle n'est pas qu'une, elle est multiple, elle est diversifiée, vous nous donnez votre part de vérité comme vous avez dit. On aura le temps de parler en long et en large du bilan de l'UDPS, de Félix Tshisekedi, mais on revient quand même au parti. On parlait tout à l'heure des cadres, des personnalités. Vous êtes l'une des personnalités, en tout cas de la vie de beaucoup, l'un des rares cadres encore présents dans ce parti. Beaucoup vous donnez déjà partant. Bizarrement, c'est pas vous qui partez, vous restez. Vous n'avez pas été ministre, vous n'occupez pas des postes de responsabilité. Vous êtes là alors que ceux qui ont occupé des postes de responsabilité sont en train de partir. Pourquoi vous restez? Vous avez été tellement humilié, Jacquemin Chabani, tellement mis à l'écart. Pourquoi vous restez au parti? Bon, d'abord, je crois que tout ça est une question de conception de la chose politique. Et il faut aussi arriver à réaliser les autres exemples que vous avez en tête, la raison d'être de leur présence dans l'UDPS. Bon, moi, j'ai eu à adhérer dans ce parti pour des raisons tout à fait objectives, et ça je peux le dire avec toute sincérité. Au départ, je n'imaginais jamais aussi avoir les responsabilités que j'ai eu à occuper au fur et à mesure de mon militantisme. Maintenant, on a pris le pouvoir dans des conditions que tout le monde connaissait. Il y a eu d'abord cette coalition FCC-Cash où il y avait une certaine réalité en termes de dispositions. Et dans ces dispositions-là, vous ne vous êtes jamais retrouvés? Pour les cadres du parti, j'y arrive. Par la suite, il y a eu aussi nos petites réalités internes au sein du parti. Mais je ne crois pas... Dites-nous la vérité, quelles sont ces réalités? Les réalités internes en termes de relations humaines avec Kabouya, avec Kaboun, et des gestions des ambitions des uns et des autres. Mais je ne crois pas que c'est ça qui peut ébranler mon militantisme et mon appartenance à ce parti-là, qui est le mien, dans lequel je me sens extrêmement concerné en termes de copropriétaire. Et puis, je ne me vois pas aussi brader tous ces acquis, tous ces apports-là pour une fonction, un poste. J'ai une idée du Congo, j'ai une idée de l'UDPS, j'ai une idée assez claire et ferme de mon combat politique. Et tout cela ne dépend pas d'une ordonnance. Mais non.
Non, vous le dites comme ça, mais on sait que selon certaines informations à l'époque, vous avez très mal vécu quand même cette tension qu'il y avait entre vous et certains cadres du parti de l'époque, notamment Jean-Marc Aboud, qui détenait quand même la signature et qui ne voulait pas de vous. Cette tension-là a été préjudiciable pour vous quand même? Non, bon, je ne crois pas que notre ami, d'abord officiellement, il n'a jamais occupé une fonction qui lui permettait de signer une ordonnance présidentielle. Pas une ordonnance, mais de recommander. On sait comment ça se passe, le quota de l'UDPS. Sans être orgueilleux, je ne suis pas dans ce parti-là une personne à recommander. Je ne crois pas. Donc la faute, c'est au président qui n'a pas voulu. Je ne suis pas une personne à recommander, donc je ne crois pas que ma personne dépendait d'une personne. Mais oui, effectivement, je crois que l'ambiance négative qui a régné dans le parti n'était pas bonne. Je l'ai décrié. Je ne l'ai pas décrié par rapport à ma personne. Je l'ai décrié par rapport au fait que cela ne permettait pas au parti de fonctionner normalement. Et je crois que 3 ans après, on a été rejoint par la grande majorité et les choses ont changé. J'estime qu'un parti politique, c'est d'abord une association de personnes qui décident de se mettre ensemble pour des intérêts communs. C'est une association, il faut avoir cet esprit associatif, encore que nous sommes un parti de gauche, donc nous sommes des camarades. Et lorsque vous êtes camarades dans un parti politique, il y a un savoir-vivre ensemble. Et cela n'était pas une réalité à cette période-là, et je n'étais pas seul. Je l'ai décrié avec beaucoup d'autres camarades. Et je crois qu'aujourd'hui, parce que vous parlez de crise au sein de l'UDPS, aujourd'hui nous sommes en train tous ensemble de revenir à cette bonne réalité et le parti va de mieux en mieux. On va parler quand même de ce qui est fait pour que le parti puisse retrouver la bonne ambiance qui ne régnait plus. On revient quand même, on parle de cette tension qu'il y a eu entre vous et le président AI de ce parti, pour ne citer que lui, hein, il y a eu une tension avec vous. Aujourd'hui qu'il est parti, Jacquemain Chabane, vous dites, bon, de barra. Il était temps en fait, qui part? Non, pas du tout. Moi, j'ai toujours estimé que la vie politique n'est pas une chose facile. Encore, elle était plus difficile dans l'opposition et c'est ça qui nous a marqué, nous tous, de l'UDPS. Et nous venons à la gestion d'une république avec d'énormes difficultés. J'ai toujours estimé qu'on a le devoir et l'obligation de se souder pour non seulement se compléter, mais aussi se reconforter les uns les autres face aux diverses difficultés qu'on rencontre. Donc mon souhait n'a jamais été cela, je l'ai toujours regretté. Bon, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas trop les contacts et les conseils, qui ne sont pas très ouverts. Donc je n'ai pas eu. Il en faisait partie, Kabou ? Je n'ai pas eu dans cet épisode-là. Je n'ai pas eu malheureusement peut-être la possibilité de dire un mot, de donner un conseil à quiconque. Donc j'ai observé et je crois que bon. Il y a une facture, chacun de nous à sa manière, le parti aussi dans son ensemble, s'est retrouvé face à une réalité. La facture se paye, on la paye tous ensemble. Mais je sais que notre parti a suffisamment de ressources pour gérer ce genre de situation parce qu'on a connu plus que ça et pire que ça. Est-ce que le parti ne se trouve pas inquiété quand même avec ce départ ? Pas du tout. La base, elle reste solide, elle reste extrêmement solide. Extrêmement solide. Vous pouvez faire un sondage, vous pouvez descendre sur le terrain. Vous constaterez que dans l'histoire de ce parti, il y a des personnalités qui ne sont pas parties seules. Ça, c'était avant que le parti n'occupe le pouvoir au pays. C'est ça aussi la différence. On parle de l'époque où l'UDPS n'a jamais occupé. Non. L'UDPS, c'est au-delà d'un parti politique, c'est comme un mouvement. Même dans l'opposition, nous étions comme un parti de l'opposition au pouvoir. On était une force. Donc ça a toujours été comme une société cotée en bourse. Ici en République démocratique du Congo. Vous négligez un peu cette donne-là. L'UDPS opposition n'est pas la même que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir. Ça, chez moi, il n'y a pas de doute, mais je parle en termes d'importance. Donc je disais qu'on a eu
le président Frédéric Kibassa n'est pas parti seul. Il est parti avec des cadres. Le parti a tenu bon. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui est parti seul. Pourquoi voulez-vous que ça nous inquiète? Il est parti seul. Moi, je lui souhaite bonne chance. Bonne chance, mais en attendant, il est en train de faire des révélations, il est en train de tirer à bouler en diront certains. Il payera Comment? C'est ça l'irresponsabilité. Ok. Ça va lui coller à la peau à lui tout seul. Je vous dis qu'il est parti seul. C'est mauvaise attitude, mauvais comportement, mauvaise stratégie. La facture est à lui. Non, mais quand quelqu'un se reprend, il dit j'étais à l'intérieur, je sors pour vous dire qu'il y a une incompétence généralisée dans la gestion. Dans tous ces langages-là, dans tous ces langages. On est peut-être obligé de croire parce qu'il était dedans, bon, il se connaît comment ça se passe. Je sais que l'opinion n'est pas naïve. Je sais que l'opinion n'est pas naïve. Vous étiez à l'intérieur, vous n'avez rien dit. Je sais que l'opinion n'est pas naïve, donc bon. Moi, je lui souhaite bonne chance. S'il était ouvert au conseil, on aurait été disposé à lui en donner pour que, bon, il évolue. Hein. Là, actuellement, parce que là, quand on dit je ne sais pas pourquoi il ne veut pas parler, citer le nom de Jean-Marc Aboud, on est dans il. Mais vous Moi, j'ai cité quand même. Très bien. Pourquoi vous avez même du mal à citer son nom? Non, pas du tout. C'est un camarade, ça a été un camarade du parti. Soit un camarade, on a du mal à citer le nom de Jean-Marc. Non, pas du tout. Je ne suis pas constipé. Je peux citer son nom aisément. On a été camarades, presque amis, si je peux dire, en termes de camarades du parti. On a évolué pendant des années. J'étais à Kinshasa, il était à Kamina. Il est venu nous rejoindre à Kamina. On a travaillé ensemble. On était collaborateurs en 2018. Donc, moi, j'ai aucun problème avec Jean-Marc Aboud sur ce point. Voilà, le nom pas constipé. Voilà, le nom est cité, Jean-Marc Aboud. Il est parti, il a créé son parti. Voilà, et il a quand même été entendu par le procureur général près la Cour de cassation. Certains disent, mais c'est ce qu'on décriait hier, parce qu'aujourd'hui, il est en train de condamner la mégestion. Il fait tout de suite l'objet des poursuites. Vous qui êtes avocat, franchement, c'est pas la politisation quand même de la justice congolaise. L'état de droit a ses particularités. Elle a aussi ses quand on tape un peu sur le pouvoir, on doit vous convoquer. Elle a aussi ses complexités. Et je ne saurais pas répondre à cette question. Il faut voir au niveau du parquet pourquoi les magistrats du parquet l'ont évité. Je crois qu'ils ont aussi ce pouvoir-là. C'est un pouvoir dans une démocratie. Attendons voir. Il ne faut pas critiquer l'action du pouvoir judiciaire à partir du moment où elle déclenche. Non, déclenche parce un processus, quand on tape un peu sur le pouvoir, c'est des choses que vous avez eu à décrier quand vous étiez dans l'opposition. Non. C'est ça, en fait, les mêmes pratiques, les mêmes tares qui reviennent et qu'on met. Non, je le répète, je ne sais pas exactement les fondements de cette action judiciaire, mais je ne crois pas qu'il faut du tic au tac critiquer l'action du parquet. L'état de droit a ses réalités. À partir du moment où être humain, acteur politique, vous voulez aussi bénéficier de vos libertés et de vos droits de parole, il faut savoir qu'il y a aussi dans cet état de droit des institutions qui peuvent réguler vos attitudes. Bon, maintenant, quitter sa maison sur une invitation d'un parquet, répondre à cette invitation, rentrer à la maison, je ne vois pas en quoi vous pouvez vous inquiéter ou vous devez vous inquiéter. Est-ce qu'il y a dans ce pays des personnes qui n'ont pas à être invitées en justice à répondre? On parle de Jean-Marc Aboud, le parti, en tout cas via le secrétaire général, dit que non, il doit nous restituer le siège, puisqu'on parle de l'état de droit. C'est absurde. Le siège? Son siège au niveau du Parlement. Le siège de Kaboul, il doit être restitué au parti. C'est une aberration, il ne peut pas, il a été chassé du parti. Oui. Donc vous êtes d'avis qu'il ne peut pas restituer un siège, son siège au niveau du parti? Oui, mais je crois qu'il n'y a pas si clair et limpide. C'est des questions qui vont se gérer au niveau du Parlement. Si le siège lui est dû de droit, le siège lui est dû. Est-ce que vous croyez que l'UDPS a des intérêts particuliers là? Ben ouais, parce que quand on entend le secrétaire général du parti dire qu'il doit nous rendre notre siège, on se dit mais c'est le parti qui l'a chassé, donc
il n'a pas à restituer un siège du parti. C'est aussi ça. Des petites choses qu'il faut peut-être régler au niveau du parti. À quel sujet? De la restitution du siège. Mais toutes ces questions se règlent au Parlement. Je ne vois pas où est le problème. On lui a retiré son siège. Donc, il faut attendre le Parlement. Le fait déjà de mettre une idée comme ça ne vous dérange pas? Non, si l'idée a été émise, attendons voir ce qui va se passer. Parce que nous sommes dans un état de droit. Il y a un règlement, il y a des lois de la République. Soyez à l'aise, c'est ça l'état de droit. C'est ça l'état de droit. On continue quand même à parler de cette UDPS. Aujourd'hui, qui engage le parti? De l'UDPS. De l'UDPS. C'est UDPS, il n'y en a pas qu'une. Hein. Il y a UDPS Tubala aussi. En tout cas, on parle de l'UDPS Tshisekedi. Qui engage le parti aujourd'hui? Le parti aujourd'hui est géré sur base de l'article 26. Parce que depuis, et c'était ça aussi pendant un moment assez important, les débats que nous avions, depuis que le président Félix a été élu chef de l'État, conformément à la Constitution, conformément aussi à nos statuts. Nous fonctionnons sur base de l'article 26 de nos statuts qui met en place un directoire avec le président de la Convention. Là, le directoire, il n'existe pas, vous et moi on sait. Ah, vous n'en voulez pas? Non, ça n'existe pas. Heureusement que vous n'êtes pas membre de l'UDPS. Bah oui, heureusement, mais on sait que ça n'existe pas. Heureusement que vous n'êtes pas membre de l'UDPS. L'article 26, avec le président de la Convention démocratique, le secrétaire général et le président de la CEP. Vous, de là où vous vous trouvez, peut-être que vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe dans le fonctionnement de notre parti politique. Nous venons au mois de mai, je crois, des élections de gouverneur de province, à laquelle l'UDPS aussi a aligné des candidatures, et je crois que nous nous sommes très bien comportés à ces élections. Du moins, un peu mieux comportés. Et ce sont des indices qui peuvent vous démontrer que le parti se porte bien, malgré tout. Nous avons placé des candidatures. Ces candidatures ont été placées légalement par l'UDPS à travers le directoire qui a fait mandat secrétaire général. Okay. Donc, je ne sais pas si vous voulez que le directoire de l'UDPS s'expose pour que vous soyez certaine. Bah oui, l'UDPS nous a toujours habitués à cette transparence. Voilà. Quand on commence à faire des choses en cachette, non, de se poser certaines questions. Un mandat déposé à la CENI, vous vouliez qu'on le publie. Donc le directeur est effectif. Bon, c'est peut-être vrai, hein, on vient quand même de très loin où on a été géré dans des pratiques assez particulières. 3 ans, c'est beaucoup pour une organisation. Donc, c'est pour ça aussi que nous sommes allés à Kisantu pour échanger entre nous en interne et analyser un peu toutes ces situations-là. Et nous sommes en train d'évoluer conformément dans le respect des dispositions statutaires. Donc, voilà. Un congrès est prévu ou pas? Ou vous restez dans cette optique? Tout cela fait l'objet de nos réflexions. Il y aura une autre réflexion faite à part celle qui vient d'avoir lieu. Il y aura d'autres grandes réunions importantes, mais c'est encore en interne, donc nous n'y sommes pas encore. Donc l'UDPS, pour l'instant, c'est le directoire qui a mandaté le secrétaire général pour essayer d'engager le parti à différents niveaux. C'était le cas au mois de mai. Je vous ai donné un exemple parce que vous aviez des doutes. On parle toujours de la restructuration, pas cette fois-ci de l'UDPS. L'UDPS est maintenant dans un autre ensemble qui est l'Union Sacrée. Les missions, pour certains, ne sont toujours pas claires de l'Union Sacrée, mais des voix se lèvent déjà pour dire que non, écoutez, on doit transformer l'Union Sacrée en une plateforme électorale. Vous êtes de cet avis? Moi, je crois que transformer, je ne vois pas pourquoi. D'abord, il faut arriver à réaliser qu'est-ce que l'Union Sacrée. L'Union Sacrée est l'initiative du chef de l'État, du président Félix Tshisekedi. Et cette initiative, il l'a eue par rapport à un contexte politique qui était bien défini. Crise politique avec
le FCC cache. Il fallait répondre à cette crise. Et l'Union sacrée répond à la crise FCC cache. L'Union sacrée, c'est une alliance gouvernementale. Et l'Union, qui dit Union sacrée, elle a accouché du gouvernement Sama Lukonde, dont j'ai essayé d'expliquer un peu tout à l'heure, même si j'insiste pour dire que ce n'est pas le moment du bilan. Je suis revenu sur la gouvernance de ce gouvernement, du gouvernement Sama Lukonde. C'est ça l'Union sacrée. L'Union sacrée est une alliance gouvernementale. Il est vrai qu'on s'approche des élections, et il est vrai que les réalités électorales dans notre pays sont telles qu'il faut aller en groupe. Il faut savoir se structurer dans une alliance bancable, une alliance qui peut porter et rapporter. Donc, je crois que nous sommes dans cette phase, dans les différents salons et microcosmes des réflexions. Mais c'est vrai que peut-être, et sûrement la primeur ou l'initiative sera celle du président Félix. Donc, attendons voir. Est-ce que c'est nécessairement une union sacrée qui doit faire l'objet d'une mutation, d'une transformation? Est-ce que c'est autre chose que nous allons créer de plus grand et de plus costaud? Laissez-nous encore le temps de cogiter. En attendant, on continue aussi de cogiter, mais un peu à tout voir, en posant des questions. L'UDPS actuellement est capable d'aller seul vers des élections et remporter. On a vu quand même ce qui s'est passé en 2018. Vous avez quand même obtenu la magistrature suprême, mais pas la majorité au niveau du Parlement. Au regard, à l'état actuel de votre parti, vous pouviez y aller seul, sans le concours des autres? Bon, déjà qu'en 2018, nous avions créé, c'est vrai que le président Félix était candidat UDPS, mais il y a eu le cash, qui a été une réalité électorale aussi. Donc on écarte l'hypothèse d'y aller seul déjà? Non, je n'ai pas dit ça. D'accord. Je vous ai dit que nous sommes encore dans nos réflexions. Nous sommes encore dans nos réflexions, mais il y a des réalités sociopolitiques. Et il y a l'histoire aussi des élections au Congo qu'il faut intégrer. Donc, nous, en tant que parti politique, nous nous organisons UDPS, et c'est ce que nous sommes en train de faire, et c'est ce que nous allons faire, parce que nous avons aussi, nous aurons cette critique-là, habituelle, sur l'UDPS en tant que parti politique, et ça, c'est ça notre souci. Maintenant, au-delà de cela, nous sommes dans des alliances, nous avons été toujours dans certaines alliances depuis toujours, même avant les élections de 2018, même avant Cash, nous avons des alliés inconditionnels dans notre lutte et dans notre combat politique. Donc, vers les nouvelles échéances, on réfléchit aussi dans toutes ces normes-là. Mais l'UDPS a son bilan à donner et à présenter au lendemain des élections de 2023. Jacques Machabali, admettons qu'on ne va pas faire la politique fiction, mais on va essayer quand même. Est-ce que vous conseillerez au président de Tshisekedi de poursuivre? On sait qu'il est, lui-même il a dit, il va être candidat en 2023, mais vous préfériez qu'il y aille en tant que UDPS ou en tant qu'indépendant? Je sais que chez nous au parti, c'est la réponse que je vais vous donner, peut-être que vous voulez aussi entendre. Je sais que chez nous à l'UDPS, chers, fiers de ce que nous sommes, il y a une forte volonté de vouloir le président Félix Tshisekedi s'aligner sur la liste UDPS. Maintenant, je vous ai dit que nous sommes dans des réflexions parce que nous sommes non seulement nous-mêmes en tant qu'UDPS, mais aussi nous ne sommes pas seuls. Et puis après, c'est un chef d'État. Et il est en fonction. Le président Félix va se représenter. Il ne va pas se présenter aux élections. Il va se représenter aux élections. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est à la tête d'une alliance gouvernementale. Et donc, je crois qu'il aura aussi, il a aussi sa petite idée. Il aura à s'exprimer. Il aura à s'exprimer même à nous, membres du parti. Et on va tenir compte de tout cela. Tenir compte de tout cela, puisqu'on parle du processus électoral, je signale qu'on va très bientôt terminer cette émission. Comment vous le voyez? Moi, à chaque fois que je vous retrouve en face de moi, je pense toujours
à ce jeudi serveur en 2011, tout ce que vous faisiez à l'époque pour exiger un processus transparent et tout. Aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir. Il y a beaucoup de craintes dans les chefs de certains de ne pas avoir ce processus électoral transparent. Est-ce que vous êtes de cet avis-là où vous pensez qu'ils sont dans des procès d'intention? Bon, c'est vrai que je n'occupe plus la même posture. Hein. Oui. Je n'occupe plus la même posture, mais je reste combattant. Non seulement des droits et des libertés, mais je reste aussi ce combattant d'un processus crédible, d'un processus transparent et d'un processus libre. Sans consensus? Parce qu'il n'y a pas de consensus, les gens demandent à l'opposition. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas unanimité. Okay. Il n'y a pas unanimité. Je crois que aujourd'hui, mieux qu'hier, on a eu par exemple l'avantage d'avoir des discussions sur la loi électorale. C'est vrai que la loi a déjà été promulguée, mais les fondements de ce débat ne venaient pas du gouvernement. Elle venait du G13, elle venait de certains parlementaires ou groupes, on pouvait même dire d'opposition. Et ce qui ne s'était jamais fait auparavant. Donc c'est quand même des avancées. Je crois que la grande... Même si on a dénaturé la proposition de loi, mon fils certain, pour le G13, la proposition de loi a été complètement dénaturée. Pas complètement. J'ai participé dernièrement à un débat organisé par Ebouteli, où un intervenant disait sur nos... Nous avions 18, il dit 12, et puis au finish 8. C'est déjà quelque chose. Mais c'est vrai que c'est difficile de réaliser que c'est quelque chose quand on est dans ce mouvement de revendication qui est aussi important, parce que j'estime aussi que nous sommes en train d'écrire ensemble notre droit électoral. Nous sommes une jeune nation. S'il faut compter à partir du dialogue intercongolais, nous allons aller au 4e cycle électoral, et de réforme en réforme, nous allons parfaire tous ensemble ce droit électoral. Nous allons, parce que même là, dans les grandes démocraties, il y a toujours des revendications. Nous sommes en train de le parfaire. Donc moi, je continue à encourager, j'encourage ce débat-là sur la nécessité de cette transparence du processus et de sa crédibilité. Mais il y a aussi d'autres impondérables, d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. On va discuter et débattre jusqu'à quand pour atteindre cette unanimité. C'est ça aussi le problème. Il y a un calendrier constitutionnel, il y a un mandat qui se termine bientôt là dans une année et demie. Est-ce qu'on accepte tous ensemble de glisser? Est-ce qu'on sera solidaire dans ce glissement, ou à partir du moment où on glisse, on va tous se retourner contre le président de la République pour lui dire c'est ta responsabilité? Est-ce qu'il faut amener ce peuple aux élections pour qu'on passe à autre chose et qu'on donne la chance aussi aux autres candidats de postuler et peut-être de gagner ces élections? Donc il y a tout ça. Et je crois qu'on avance. Je crois que nous, on a fait ce qu'on devait faire en 2011. Je ne regrette rien par rapport à toutes ces actions. C'est vrai que au-delà de nos martyrs pour qui j'ai toujours une pensée assez particulière, au-delà de tous ceux qui ont des stigmates sur leur corps et consorts, mais c'était un combat qu'il fallait mener pour le Congo, et qu'il faut continuer à mener pour qu'on ait des élections dignes et respectables pour nos concitoyens. On va très bientôt terminer. Une question relative à la sécurité, ou à l'insécurité, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Véritable épine sur le pied de Félix Tshisekedi, de l'UDPS. On ne s'en sort pas. La situation va de mal en pis. C'est quoi la solution pour en finir une bonne fois pour toutes? Je crois que nous sommes sur la voie de ces solutions. D'abord, arriver à considérer que c'est un état, une situation dans laquelle le pays se trouve depuis plus d'une vingtaine d'années, et de là à croire que parce qu'on a décrété l'état de siège,
qu'en 2-3 mois, on allait régler cette situation. Ça y est, on est déjà à un peu plus d'une année. Oui, et même en une année, un conflit de 20 ans, je ne crois pas. Un conflit armé, un conflit avec plusieurs groupes armés, un conflit avec même parmi ces groupes armés des terroristes, on ne le règle pas si peu, mais je crois qu'on avance. On découvre beaucoup de choses. Rien que la résurgence du M23 nous a permis de mettre à nu, tous ensemble, non seulement à nu aux yeux des Congolais, mais de la communauté internationale qui a une grande responsabilité dans toute cette insécurité, certaines choses. Et j'estime qu'on avance et qu'on va y arriver. La MONUSCO doit partir. Et la MONUSCO est déjà dans ce processus, mais je crois que les événements qui s'accélèrent ici vont nous permettre d'encore mieux et plus rapidement faire les choses pour que cette communauté internationale, comme je le disais tout à l'heure, qui a sa part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive, prenne réellement ses responsabilités pour donner à l'État congolais ses prérogatives d'un État dans toutes les parties de la République. Jacques Chabani, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci aux téléspectateurs, vous nous avez suivis de partout. On se dit au revoir, à très très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Dites-nous la vérité. À très bientôt. Your new home needs more than just paint. It needs the power of CertaPro painters. The power of a customized plan that brings your vision to life. The power of Pro. Start your project at CertaPro.com. Stop recording podcasts on Zoom. There's a new, better way. Say hello to Riverside and start. Messieurs, dames, Tanguy Koki.